Gagner de l'argent aujourd'hui, des milliards d'euros, quand on rentre dans une entreprise qui te fait une application iPhone pour savoir que tu as perdu tant de calories quand tu as fait ton jogging, les gars, ils gagnent plein de ronds là-dedans. C'est super, hein. Mais quel est l'impact pour notre société ? Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Je suis Brieux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis hyper content parce que je suis avec quelqu'un qui a cartonné sur l'économie circulaire et en plus on est dans un contexte on ne peut plus sympa puisqu'on est au milieu des fleurs et pas loin des gros conteneurs. Je suis avec Stéphane Martinez. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es le créateur de Moulineaux. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu toute ton expérience et qu'est-ce que fait Moulineaux, mais est-ce que déjà tu peux te présenter ? Je m'appelle Stéphane Martinez, j'ai 49 ans, je mesure 1m78 et je paye 65 kilos. Ça, c'est hyper important. Ouais. J'étais restaurateur je suis la troisième génération de restaurateur. Je suis Ouais. plus en activité depuis 1 an et demi et j'ai eu une carrière de prof de tennis pendant une dizaine d'années avec un diplôme d'État. Ok, excellent. Et justement, c'était ma question suivante. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours un petit peu au fur et à mesure ? Comment tu passes de prof de tennis finalement à créateur d'une boîte spécialiste dans la collecte et valorisation de biodéchets ? Alors, je suis passé de prof de tennis à restaurateur. Ouais, donc là, En t'as suivi un peu 96, la filiale familiale, finalement. exactement, le céréal. Le seul truc qu'on savait faire de toute façon, c'était de la restauration, puisqu'on est né là-dedans avec mon frère. Et l'école, on s'est arrêté très tôt parce qu'on avait d'autres choses à faire à côté. Et donc le seul métier qu'on savait faire, c'était vraiment accueillir les gens, les servir, faire le métier de restaurateur. Donc je me suis là sur la deuxième affaire en 2002-2003 qu'on avait acheté dans le premier arrondissement, un petit resto, une 50aine de places. On a bien bossé là-dedans et à un moment donné, en 2006-2016, je me suis rendu compte que je jetais pas mal des restes alimentaires dans la poubelle et je me suis dit tiens, où est-ce qu'elle va cette poubelle ? Et j'ai vu que cette poubelle, elle était incinérée et enfouie. Donc je me suis dit tiens, c'est bizarre quand même parce que dans la restauration et dans l'histoire de la restauration, il y a des choses il y avait des filières qui étaient plus ou moins organisées à l'époque sur la valorisation matière des restes, c'est-à-dire il y avait des seaux à cochons dans la restauration, ils épluchaient à partir de nourriture animale, il y avait le marc de café qui était récupéré par les jardiniers. Et ça, en plus, tu parles d'une époque, genre c'est la première moitié du XXe siècle ou... Ça, je te parle de ça, c'était génération de ma grand-mère, c'était plutôt un peu sorti de guerre ou pendant la guerre, 40. Après, la génération de ma mère, ils ont connu le sac noir, tu mets tout dedans, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Et nous, notre génération, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui a été fait quand tu regardes ce qui se passe, il y a eu beaucoup d'excès, je dirais, à l'intérieur de cette nouvelle filière. Ouais. Vas-y. Il y a eu pas mal d'excès, donc je me suis dit faut remettre au goût du jour ce que faisaient les anciens, avec un petit peu de entre guillemets 2.0 modernité. Ouais, donc quand je me suis rendu compte de ça, la première étape que j'ai faite, c'est qu'est-ce que je peux faire de mes restes, comment je peux les valoriser. J'avais fait un peu un benchmark et j'avais vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. Je me suis dit tiens, c'est quoi ce truc-là ? En fait, ils donnent des restes alimentaires plutôt végétaux à bouffer avec des vers de terre. Ouais. Qui font un caca, et leur rôle, ce caca, c'est un amendement organique qui est assimilable par les plantes. C'est leur rôle dans la nature. T'as ceux qu'on trouve dans les jardins qui créent des trous et qui bouffent la terre. Ouais, donc ça permet aux racines de descendre. Ils mélangent la matière, l'humus à la matière minérale, et t'as ceux qui créent de l'humus en hauteur. Donc tu vois, je me suis dit tiens, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Donc j'ai acheté 10 kilos de vers de terre, je les ai mis dans ma cave et j'ai mis une méthode pour former mes gars
à ce que ce reste alimentaire, alors c'était pointu, hein, j'y mettais que les brocolis, j'y mettais des tomates, j'y mettais un petit peu de purée, ça bouffait bien, mais tu vois, c'était, voilà, j'adaptais un peu la matière. Et donc je les ai formés un peu à écarter ces restes alimentaires entre le marc de café, les petits brocolis, les tomates, ce que vous bouffez bien les vers de terre. Les trucs un peu plus complexes, genre poisson, trucs comme non, ça. Non, parce que c'est compliqué, tu peux avoir des problèmes d'odeur, tu peux avoir bref, c'est de la matière protéinée et carnée. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si tu en mets 5 à 10%, ça passe. Si tu vas au-delà, c'est compliqué à gérer dans la transformation matière. Donc j'ai vu que ça marchait bien. Moi j'ai été transparent, donc mes clients ils savaient tous que j'avais des vers de terre dans ma cave, que je faisais ça. Après, et là, on parle d'un resto en plein Paris, au cœur historique de la capitale, pas loin à 2 pas de la place Vendôme, un petit resto où j'avais une clientèle qui allait des plus gros notaires, des plus gros avocats, des banquiers. La population du quartier, quoi. Population du quartier qui trouvait ça génial. Enfin, je descendais dans ma cave, on refaisait un peu le monde, et puis en même temps, en fin de repas, on picolait un peu. Enfin, bon, bref. Mais après, j'ai fait beaucoup de descente dans ma cave. Et quand tu es entrepreneur et que tu as un resto, il faut aussi que tu t'occupes des clients en haut. Donc avec mon frère, il m'avait dit, Steph, reste un peu plus en haut, tu descends en bas, c'est compliqué. Moi, je venais du tennis, de l'enseignement. Je me suis dit, tiens, au lieu de descendre mes clients en bas, je vais monter mes vers de terre. J'ai adapté une boîte à gâteaux. J'ai mis un fil d'ordinateur pour qu'il respire. Ça s'est passé comme ça. C'est la fameuse Mouli Box. La fameuse Mouli Box. J'ai mis 150 vers de terre à l'intérieur. J'ai une copine à moi, Claire Bro, pour pas la nommer, qui est dessinatrice, qui m'a fait un petit mode d'emploi, qui m'a fait une petite BD pour raconter l'histoire. Et je suis parti dans un délire où je me suis monté un atelier clandestin dans ma cave, un petit site internet, et j'ai commencé à vendre des boîtes puisque j'ai trouvé que c'était un bon outil pédagogique pour les enseignants. Qu'est-ce qu'un ver de terre? Comment il vit? Comment il se reproduit? Pourquoi commencer à trier les restes alimentaires? Qu'est-ce qu'on pourra en faire demain? Le retour au sol de cette matière était très important. Tu vois, donc ça a commencé comme ça. J'en ai quand même vendu 3500. Ah ouais. Ouais, ça déjà, la création de la Mouli Box, c'est 2008. 2006, 2007. J'en ai vendu jusqu'à 2012, 2011-2012. Après 2012, j'ai arrêté parce que j'ai racheté un autre établissement qui était Passage Choiseul. Et c'est là où j'ai rencontré le GNI, le Groupement National des Indépendants de la Restauration, où je leur ai fait un retour d'expérience terrain de ce que j'avais mis en place. Et je leur ai dit, voilà, l'objectif est d'anticiper le contexte réglementaire pour leurs adhérents et de lever les doutes qu'avaient les professionnels de la restauration. Ouais. Parce que quand t'arrivais, tu disais, tiens, on va mettre en place le tri des biodéchets. Les mecs te disaient, j'ai pas de place dans mon local poubelle. Est-ce que quand je mets tous mes restes alimentaires dans un endroit dédié, ça va peut-être puer? Est-ce que mon personnel, il va bien être capable de faire le tri? Enfin bref, tous les doutes que peut se poser un restaurateur. Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de cette matière-là? Puisqu'en tant que restaurateur, je suis responsable jusqu'à la finalité de la valorisation de cette matière. Donc on a impliqué 80 professionnels. On a impliqué aussi, c'était très important, l'Île-de-France, la ville de Paris, région, le Sitcom, et ça et l'ADEME, qui sont pour moi les gros piliers du développement durable. Et ça passera par eux. Donc il y a un doute, il y a une crainte, on monte une opération. On avait budgétisé un peu sur les 80 professionnels 260 tonnes. À la finalité, on en a fait 580 tonnes. On a sensibilisé plus de 2500 salariés à la maîtrise du gaspillage alimentaire et un bon accord réglementaire des entreprises, avec à peu près moins de 2% d'erreurs de tri dans les caractérisations. Donc en gros, du jamais vu dans l'histoire de la restauration, et donc du jamais vu vu dans le monde des déchets. De formation, de sensibilisation des équipes chez les restaurateurs, quoi. Exactement. Donc derrière ça, on a grandi. Fin 2014, on a continué à grandir. Donc ça, c'est une expérimentation qui a duré déjà un an. Un an, ouais. 1 an, c'était vraiment les départs, et ça a aussi permis à Monito de mettre vraiment en place sa méthodologie, d'accompagner les restaurateurs pour qu'ils n'aient pas de charge de travail supplémentaire, de leur mettre les bons outils, de mettre la signalétique, de les former, de manière à ce que le commis ou le cuistot ou le serveur, quand il débarrasse ses restes alimentaires, il sait que derrière ça, c'est collecté par une boîte, qu'il y a des camions qui fonctionnent au gaz naturel de ville, qui font du méthane avec cette matière. Donc demain, on n'ira pas puiser dans les ressources naturelles, mais on aura du gaz qui pourra faire tourner les camions. Et de l'autre côté, on a une valo où on refait un amendement, alors haute couture, parce qu'on n'aura pas des millions de tonnes et c'est des process qui prennent du temps. On fait du mélange ces restes alimentaires avec du déchet vert, on fait du compost, et ensuite on affine tout ça avec des vers de terre. Donc on va renourrir les sols, qui vont nous remettre des légumes. Donc voilà, le but est de faire comprendre aux gens que ce geste-là, il a un super impact sur l'environnement et socialement. Pardon. Et justement, j'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà,
le compost haute couture dont tu parles, il met combien de temps pour être entre le moment où le commis ou le cuistot il a mis ça dans sa poubelle et le moment où toi tu vas le remettre à disposition? Entre 6 et 8 mois à peu près. Ah oui, quand même, ouais. Donc il faut des grosses capacités de transformation, stockage, quoi. Tu sais, il faut du temps. C'est ce que je dis toujours. Si tu veux manger un bon jambon corse, si tu n'attends pas minimum 48 mois, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'auras pas un bon jambon corse. Ouais, c'est clair. Donc il y a des valeurs, temps, de saisonnalité à respecter. C'est très important de les garder. Ouais, c'est clair. Ça, tu disais, c'est le Bourget, c'est que des avions privés. Ouais. Putain, mais c'est ouf le nombre de... Des Falcon et des privés qui tournent là. Et les joueurs de foot et ainsi de suite. Donc tu dis le facteur temps, etc. Et donc ça me permet... oui, tu as raison, le facteur temps qu'il faut respecter. Et surtout, c'est que les personnes en face qui font le tri à la source ont bien compris que l'impact sur ce petit geste, il est fort derrière. Ouais. Puisque avant, quand tu leur dis que tu fais rien, ça part en enfouissement, en incinération, donc il y a un impact environnemental qui est néfaste. Ouais. Alors qu'à partir du moment où tu fais ce geste-là, on va en faire du gaz, du compost, donc l'impact environnemental il est fort, et l'impact social est énorme, puisque c'est une nouvelle filière avec tous les métiers que ça engendre, aussi bien sur la collecte, les chauffeurs, les mecs qui installent, les mecs qui feront du compost et du méthane demain. Donc en emploi indirect, c'est énorme. Donc le but était vraiment de faire comprendre le geste et de garantir derrière, si tu veux, la traçabilité, la transparence, dans un monde de déchets où il y a quand même beaucoup d'opacité. Oui, c'est clair. Donc le but, c'est de dire, nous, on est Moulineau, on est vraiment dans la ressource et la matière première et on n'est pas dans le déchet. Ouais. Et justement, il y a un deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est ce que tu dis, et nous, on y tient beaucoup chez Wita, c'est tout ce qui est design d'expérience, parce que là, finalement, pour l'utilisateur précis qui sont les gens qui bossent dans les cuisines, vous avez tout fait pour leur faciliter la tâche. En fait, c'est juste que finalement par rapport à avant, pour eux, il y a disons qu'ils sont sensibilisés, ils ont une expertise finalement qui augmente. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que finalement pour eux ça change rien, mais en fait c'est un petit geste qui fait beaucoup, quoi. À chaque fois, 95% du temps, quand on rentre dans les restos, même les marchés alimentaires, on collecte pas mal de trucs, il y a toujours une crainte. Et à la finalité, les gens ils font mais c'est vachement simple. Ils ont tous une crainte et un doute au départ. Il suffit juste de bien amener la chose, de leur expliquer les tenants, les aboutissants, et derrière ils se rendent compte qu'en fait ils font déjà le petit geste. Quand tu es à un poste d'économa où tu prépares les légumes, excuse-moi mais tu mets plus ça, à la place du sac noir tu mets un sac transparent. Et tu lui mets un petit support à côté où le filet de citron, il va te le mettre à côté, tu vois. Mais le tri, il est déjà fait. Ouais, en retour de salle, t'expliques au mec, il fait tout ce qu'il y a dans l'assiette, c'est de la matière organique, tu le mets là. Donc le tri, il est déjà fait. Donc les gars, ah bon ? Oui, tu mets quoi d'autre ? Si au cas tu mets des serviettes en papier, mets-les dedans, c'est de la cellulose de bois, ça on le prend. Tu vois. Et je me suis dit, pour les restaurateurs, le plus important, c'est de tout prendre. Ouais. Si tu commences à dire au restaurateur, tu me mets pas la viande, tu me mets pas le poisson, tu me tries le marc de café de côté, en général, tu sors du resto avec un coup de pompe dans le cul. Parce que le mec, il te dit, non, mais attends, c'est bon. Et dans tout ce flux de matière organique, tu simplifies l'action pour les restaurateurs, les professionnels. Ouais, mais ça, c'est aussi un aspect clé, c'est que c'est ta connaissance aussi du secteur qui fait que par rapport à un industriel ou à un spécialiste des déchets, tu as une avance folle parce que tu te mets à la place des gens dans les cuisines et tu sais qu'est-ce qui les arrange, qu'est-ce qui les arrange pas, quoi. Mais je dirais qu'on a chez Moulineau une méthodologie qui a été mise en place par un restaurateur pour des restaurateurs. Ouais. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Quand tu as deux avocats en civil qui se disent bonjour, les mecs ils savent qu'ils sont avocats. Et moi, quand je rentre dans une cuisine ou une salle, un grand établissement ou quoi que ce soit, et quand je dis bonjour et que les mecs ils me regardent, ils savent tout de suite que moi je suis mis là-dedans. Ça se voit parce que je suis à l'aise comme tout. Il y a des réflexes, il y a des actions. Et il suffit que je pose juste une petite question à la con sur la marche en avant ou ce machin, et pof. Donc les gars, ils savent que je suis calme. Voilà. Ouais, ça les rassure tout de suite, quoi. Et justement, on reprend un peu l'ordre chronologique des choses. Donc, tu as toute cette expérimentation qui se passe bien. Donc, tu le disais, 2 fois plus finalement de tonnes prévues.
Qu'est-ce qui se passe par la suite, en fait, quand l'expérimentation s'arrête finalement ? Alors, quand l'expérimentation s'arrête, j'étais parti avec 80 professionnels, il n'y en a que 40 qui ont continué. Ok. Parce que derrière, il faut payer la prestation. Mm-hmm. Et ils ne pensaient pas que c'était un coût de prestation, puisqu'ils ne comprennent pas. Enfin, il y a beaucoup de restaurateurs qui ne savent pas ce qu'on paye sur les déchets. Ils ne savent pas si c'est la taxe de voirie, la TOM, enfin, bref. Donc, ils ont arrêté parce qu'économiquement parlant, c'était lourd. Mais j'ai des professionnels qui n'ont pas pu arrêter. Alors, je balance des noms. Stéphane Malchaud chez Mollard. Ouais. Une super belle brasserie en face de la gare de l'Est. Non, la gare Saint-Lazare. Ouais. Stéphane, il m'a dit, moi, je peux pas arrêter. Tu as expliqué à mon personnel que derrière ça, tu valorises la matière et que tu limites l'incinération. Il me dit, Stéphane, moi, mon perso, des fois, il vient après la coupure, et les mecs, ils me ramènent leur tronçon de pommes qu'ils mettent dedans. Énorme. Si demain, j'arrête pour des côtés économiques, ils vont pas comprendre. Ouais. Donc, je suis obligé de continuer. Donc, au départ, j'ai des professionnels qui ont continué parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Au départ, je parlais au patron, et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça vient, j'ai pas mal de potes qui ont des restos, et c'est les cuistots qui leur disent, moi, j'aimerais bien contrôler les biodéchets. Tu vois, je trouve ça bien dans la démarche du temps. Au départ, c'était Moulineau qui allait voir les patrons, et maintenant, c'est les cuistots ou les serveurs qui disent à leur patron, pourquoi on fait pas ça? Ouais, génial. Tu vois, donc, ça commence à boucler. Donc ça, on a eu une grosse casse, si tu veux, au départ. 2015, ça a permis aussi de commencer à avoir des clients à facturage, puisqu'avant ça, on avait une opération qui était financée beaucoup par les services de l'État, l'ADEME, le ministère, la région, la ville. Il fallait bien expérimenter. Il fallait bien expérimenter. Une fois que cette expérimentation était bonne, on était sur de la méthode, qu'on était capable de valoriser derrière, etc., après, tu te lances. Et là, on est plutôt parti sur des clients un peu gros faiseurs, des Elior, des Sodexo, des Accor, avec des gros gisements et surtout des obligations réglementaires à mettre en place. Bien sûr. Parce que il y a une réglementation et si on veut qu'on avance, c'est bien parce qu'il y a au moins un cadre qui est donné. On ne peut pas faire, c'est pas l'anarchie, mais voilà, c'est posé, il y a un cadre, il y a une méthode de travail, il y a de la réglementation sur la matière organique, il y a de la traçabilité. Donc au départ, on a été chercher ça, ça a bien fonctionné. 2015, 2016, on fait la COP 21. Gros challenge pour nous. Ouais, surtout, j'imagine que l'appel d'offres, vous deviez avoir des gros concurrents en face. Il y a vraiment les historiques du déchet qui étaient là, présents, et tout le monde. Et puis c'était une visibilité mondiale. Ouais. Donc moi je suis content parce qu'on a réussi à mettre en place sur toute la restauration, sur un événement de grande masse comme ça, avec une vision internationale, de dire nous on va capter les gisements dans les restos. Et on a réussi quand même à faire 7 tonnes de dons alimentaires par une association. Et derrière ça, on a valorisé 20 tonnes. C'était un événement qui durait 10 jours, non ? Ouais, 10-15 jours, ouais. Avec beaucoup de préparation. Ça nous a pris beaucoup de préparation. Ouais, de toute façon, là, comme tu étais en première ligne, tu pouvais pas te rater, quoi. Et la COP 21, ça m'a aussi permis de dire on peut faire un test. On peut, cette matière première, la mélanger avec du déchet vert, faire du compost, et affiner tout ça avec les vers de terre. Donc les premiers tests de savoir si le ver de terre allait bien manger cette matière organique, allait bien se comporter, etc. Ça a été notre premier test. Ouais. Ça a été très concluant. Donc derrière ça, on était avec... Tu veux dire que sur l'expérimentation, avant, tu n'étais pas sur les vers de terre? On pâtait en méthanisation. C'était les premiers exutoires, parce qu'il n'y avait pas d'autres exutoires. Ouais, bien sûr. Donc on avait au moins... Il n'y avait pas de plateforme en Ile-de-France? Non, il n'y avait pas de plateforme en Ile-de-France de valorisation de matière organique. Donc il y avait uniquement des industriels qui faisaient de la méthanisation. Ouais. Donc on était passé par eux parce que c'était le seul exutoire qu'on avait et qui était cohérent avec notre démarche. Donc on s'est dit, par contre, je me suis dit, voilà, on peut faire du méthane, super, mais on peut faire de la nourriture pour le sol. Ouais. De qualité, pour qu'on ait des bons légumes plus tard dans les restos, qu'on collecte, bref, un petit peu... expliquer un peu la boucle. Plus vertueuse, disons. Ouais, ce qu'on appelle aussi de l'économie circulaire, mais c'est ce que j'ai toujours, ça se fait pas tout seul, c'est du bon sens, ça se fait à plusieurs. C'est pas une boîte qui fait l'économie circulaire, c'est moi, mais c'est les restaurateurs, c'est aussi les collectivités, enfin c'est tout le monde. Bien sûr. Qui comprend ce point. Donc on a fait ça, on a validé un partenariat avec la Sémardel, qui est un gros faiseur, qui est une société d'économie mixte qui gère une grosse partie de tous les déchets de l'Essonne. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, eux, ils avaient une grosse maîtrise du déchet vert. Nous, on avait un petit peu notre envie de valoriser cette matière. Donc on s'est jumelés et on a commencé à monter la première plateforme de compostage où on mélange ce reste alimentaire qui est de l'azote avec du déchet vert. On fait du compost. Et ensuite, on affine tout ça avec les vers de terre de chez Moulineau pour avoir une vraie matière organique à renouvrir les sols. Et on a dit, voilà, on va faire un compost haute couture parce que ça prend du temps.
et on n'a pas des millions de tonnes. Et derrière, ce produit-là, on veut vraiment le remettre en circulation auprès des maraîchers qui remettent des légumes. Dans le sol, donc il faut un produit de qualité, c'est du compost, comme il y a du compost. Mais derrière ça, le ver de terre amène un petit plus organique. Et le ver de terre, il faut faire attention, c'est un animal qui est en voie de disparition. Ouais, tout à fait. Grave. On est passé de 2,5 tonnes à l'hectare à même pas 200 kilos. Il faut quand même bien rappeler qu'il y a des civilisations qui ont disparu parce que leur sol était pauvre. Ouais. Tout à fait, donc effectivement. Mais au-delà de ça, c'est un animal qui est fourni à 80% de protéines. Donc sa disparition touche à tout ce qui est oiseaux migrateurs, sangliers, biches, taupes, etc. Ouais. Ils ont plus de protéines à bouffer. Donc on essaye aussi de protéger cette petite espèce et de la faire travailler chez Moulineau. Ouais, tout à fait. Et donc on reprend un peu le fil de l'histoire. COP21, cette fameuse plateforme avec la Cémardel. Ça a été quoi ensuite les grosses étapes parce que... Aller chercher des clients, ouais. Bien entendu. Donc on a des clients privés, mais on a aussi répondu à des appels d'offres, ouais. Aussi bien de syndicats de traitement de collectivités, justement pour prendre des marchés. Ouais. Donc on est très fiers parce qu'on a réussi à en gagner beaucoup. Ouais, notamment encore d'autres belles vitrines, genre l'Euro 2016 notamment, j'imagine. On a fait l'Euro 2016, ça c'était un gros challenge aussi, puisqu'on a collecté le traiteur qui a fourni toute la nourriture sur tous les stades. Ah oui, pas uniquement en non, donc on était... non, la nourriture, elle partait même par avion sur Marseille, avec les plateaux, et a amené les plateaux sur leur site. Et nous, on avait mis tout en place dans une cuisine qui faisait... l'entrepôt, il devait faire 4000 m², quoi, un truc de dingue. Ah oui, d'accord. Et là, on a collecté, on a géré tous les déchets. Ils ont voulu qu'on gère tous les déchets. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je leur avais dit, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est vraiment que les biodéchets, nous. Mais comme aussi ça m'arrive de sous-traiter pour des gros opérateurs, bien sûr. J'ai retourné la balle, c'est-à-dire j'ai été les voir et dit voilà, qui c'est qui est capable de mettre en place du carton, de l'ordure ménagère, du verre, les bacs à huile, les biodéchets on l'a géré, mais on a pris des prestats avec lesquels on travaille, des grands groupes qui savent bien gérer tous ces flux-là, et voilà, on a fait la prestation. Donc c'était une réussite aussi totale, c'est vraiment un beau challenge. Un gros boulot. Ouais, gros boulot en 2016. Avec aussi, même pour Moulineau, d'avoir une réactivité, d'avoir une comment ça s'appelle, d'être capable d'être à côté du client, de lui faire des retours. Voilà, on vous a collecté tant de matière, on a fait tant de gaz avec, on a créé tant d'emplois avec. Enfin, faire des retours aussi aux boîtes qui sont engagées dans des démarches RSE. Ouais. Et en fait, on facilite, si tu veux, le retour en leur disant, ce mois-ci, on vous a collecté tant de matière. Ça a permis de faire tant de compost, ça a permis de faire tant de gaz. Derrière ça, ils ont, si tu veux, on leur pré-mâche le travail. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis même, j'imagine que sur tout ce qui est préparation en amont de ces événements, tu peux faire un gros boulot pour faciliter ton travail et de l'aide à la conception finalement. Oui. Stéphane est surbooké d'appels, c'est pour ça que... Mais non, T'inquiète, j'ai vu. C'est ma femme, contre nous. Alors là, bon. Je gérerai ça plus tard, parce que quand tu réponds à ta femme, je te répondrai plus tard avec le petit message, en général, après tu te fais un peu engueuler. Ah ouais, et je comprends la mienne. Mais bon, pareil. c'est pas grave. Et donc, en fait, là, on en vient un petit peu rapidement à aujourd'hui, finalement. Là, Moulineau cartonne, c'est plus de 50 emplois créés. Tu as même les... 65. 66, là, tiens. Ça augmente tous les jours. Et tu as même les ministres qui défilent finalement chez vous. Mais comment finalement tu expliques, même si tu as commencé à donner quelques éléments, comment tu peux réussir à créer une petite boîte sur ce secteur-là, enfin une petite boîte, tout est relatif, mais par rapport à des mastodontes, des gros acteurs nationaux, voire mondiaux, mais qui sont basés en France, comme Veolia, Suez, comment tu expliques que tu as pu réussir face à des grosses machines comme ça ? On a beaucoup plus de réactivité en interne que les grands groupes. C'est l'image un peu que j'ai des grands groupes. C'est pas négatif, au contraire, mais c'est des gros paquebots qui avancent. Bien, nous, on est, si tu veux... En plus, ils gèrent une multitude de flux. Ils ont de l'eau, ils ont... Enfin, faut pas... Moi, je leur tape pas sur la tête. C'est quand même... c'est des gros faiseurs, ils font ça depuis longtemps, ils ont des gros outils. Après, ils sont pas spécialisés non plus dans le détail, ces gars-là. Ouais. Eux, ils arrivent, ils vont te collecter,
20 000 tonnes, 30 000 tonnes chez des clients. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Nous, on est capable de rentrer dans les restos, de former les mecs, et on a une réactivité voilà, on va plus vite. On est capable de faire un demi-tour marche arrière que eux, avant qu'ils fassent un demi-tour, ils ont du mal. Et les modèles économiques aussi. Mais le modèle économique aussi est dur à trouver. Il n'est pas simple. Chez Moulineau, on a quand même un impact environnemental qui est fort, un impact sociétal qui est énorme, puisque en plus de ça, on a monté la première formation de chauffeurs collecteurs T30. C'est-à-dire, j'ai voulu tous les 80-85% des postes de chauffeurs sont des gars qui sortent de réinsertion ou qui sont éloignés de l'emploi. Donc on les réinsère avec un CDI, nous, et on les forme. Les T30, ça veut dire, voilà, c'est un diplôme qui est reconnu au niveau national. Exactement. Alors là, on fait la 3e formation. On va faire en septembre. On a déjà passé 18 personnes en stage, en formation, T30. J'ai fait 8 promesses d'embauche derrière. Parce que derrière ça, nous, on a besoin d'humains pour conduire les camions. Et ces humains sont aussi mes premiers VRP. C'est eux qui l'image de Moulineau, c'est pas moi, c'est mes gars qui sont sur le terrain, c'est eux qui disent bonjour aux clients, c'est eux qui sont dans le camion, c'est eux qui sont fiers d'être dans, comme ils me disent tous, Steph, on n'est pas dans le déchet, on est dans la matière première. Enfin, on a vraiment l'impression que... Tu leur redonnes une fierté, une utilité. Oui, alors, je leur dis pas qu'on est là pour sauver la planète, par contre. C'est clair. Ça serait utopique de dire ça. Mais par contre, chacun à son échelle. Mais par contre, ça a du sens, ce qu'on fait. Donc, voilà, on limite l'incinération et l'enfouissement de cette matière et on lui donne une seconde vie. On est dans la matière première, dans la ressource. On a beaucoup d'emplois à créer derrière. Il faut former les gars. Et si demain, les gars qui sont pas heureux de travailler chez Moulineau, ils ont un diplôme de chauffeur-collecteur, ils sortent de chez moi. Et dans cette société, ils auront du travail ailleurs. Parce que les grands groupes s'y mettent, les collectivités s'y mettent. Donc voilà, tu seras pas dans cette société sans bagage et sans emploi. Et c'est des gars qui n'ont pas de bagage. Et moi, je sais ce que c'est que de pas avoir de bagage, puisque j'ai pas eu beaucoup de bagages. Donc c'est important de pouvoir, quand tu t'impliques comme ça dans une boîte, de sortir avec un diplôme, je trouve. Carrément. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand tu disais les gens de ton équipe, c'était premier VRP, il y a un truc qui m'a bluffé quand je suis arrivé, c'est que j'étais à l'accueil, je t'attendais, et vraiment tout le monde qui est passé de chez Moulineau m'a dit bonjour, m'a proposé un café et tout. Enfin, ça pour le coup, enfin, je te le dis, c'est bluffant parce que j'ai beau aller dans pas mal d'entreprises et le sens de l'accueil, etc. Là, pour le coup, chez Moulineau, il est bien prononcé et je peux en témoigner, quoi. Ça fait partie des valeurs de notre entreprise. C'est important de dire bonjour. C'est important de dire au revoir. Enfin, combien de fois, moi, je me retrouve à monter dans les ascenseurs avec les rendez-vous que j'ai, je dis bonjour aux gens, ils te regardent, c'est lunaire. Ouais, tout à fait. C'est la base des bases. De dire bonjour. Après, il peut y avoir des problématiques, mais au moins, tu dis bonjour et au moins, après, tu dis au revoir. Voilà, après, les problèmes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des solutions des problèmes, mais voilà, c'est important. Enfin, c'est pas des numéros, les gars. Ils ont tous des prénoms. C'est des humains comme moi. Enfin, je veux dire, moi, je dis chapeau. Enfin, je suis hyper fier d'avoir des équipes. Et quand j'entends les gars qui me disent, putain, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une famille. Moi, je suis content parce que c'est pas moi qui le dis. Et moi, j'ai toujours tenu des affaires familiales. Ouais, tout à fait. Donc, que mes gars me ressortent ça aujourd'hui. Moi, je suis très fier. Enfin, ça veut dire qu'on a réussi à donner une âme à une entreprise. C'est pas simple tous les jours. Les gars, ils y vont au turban, mais alors ils y vont grave, parce que des fois, on fait des heures, on a des problèmes. Mais il y a une énergie qui est impressionnante. Même moi, des fois, ça me dépasse. Pouf, quand je fais des petits points et je regarde tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a fait, waouh. Mais c'est pas moi, c'est mes gars surtout. Moi, je suis que le gars qui motive les troupes. Et qui regarde un petit peu et qui a un peu, que je suis un peu, c'est ce que me disent mes gars, ils me disent, toi t'es le mec qui a vu la lumière au fond de la grotte. Je dis, mais non, j'ai pas vu de lumière. Je pense que, comme je suis passionné par cette aventure de biodéchets, j'analyse et je vois ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je me dis, putain, il y a des choses à faire qui sont simples et basiques, quoi. Je veux dire, j'ai rien vu. Je suis pas le Seigneur, mais au contraire. Je suis un mec normal, qui est passionné par quelque chose, et je trouve que ce chemin-là, il doit être là. Accompagner les restaurateurs, oui. Accompagner les collectivités sur les marchés alimentaires, oui. Accompagner les particuliers pour les biodéchets, je dirais non. Pourquoi ? Parce que à la maison, ce que tu manges pas, tu le mets dans un petit bac. À la fin, tu le mets dans la poubelle marron. Et quand tu sais que cette poubelle marron, ils en font du compost ou du gaz, et que derrière, ils créent des emplois, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, faut y aller.
faut juste arriver à motiver et à faire bouger la conscience pour que les gars, tu dis putain, mais c'est un geste naturel. Enfin, on mange 3 fois par jour. Je trouve que trier les restes alimentaires, c'est la chose la plus simple à faire au monde. Oui, c'est clair. Et puis c'est surtout, moi j'ai l'impression que ce sujet des biodéchets, tu vois, au niveau des particuliers, il commence à s'imposer, quoi. Ouais. Alors, moi je suis persuadé, un peu comme le vrac, tu vois, il y a 4-5 ans, je sais plus, j'en ai peut-être parlé dans ce podcast il y a quelques années, j'y croyais pas trop. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu au même stade, et maintenant ça cartonne, et j'ai l'impression que là, le tri, la valorisation des biodéchets, on en est un peu là, genre, les gens commencent à en parler, mais je suis persuadé que chez les particuliers, dans quelques années, ça va devenir ça évident. Ça commence quoi. Déjà, hein, on collecte beaucoup de secteurs, hein, on collecte Romainville, il y a des particuliers, on collecte Viroflay, on collecte Sèvres. Enfin voilà, les collectivités aussi s'y mettent, hein, ils anticipent. Et le but, c'est ce que je leur dis, je pense que le sens de l'histoire va dans cette direction-là. Hein. Complètement. Ouais. Quand on regarde au niveau européen comment ça se passe, avec les problématiques qu'on aura demain, le défi énergétique, il est gros. Hein. Ouais. Et je pense que cette matière-là peut permettre de combler une petite partie du défi énergétique de demain. Oui, et puis il y a le défi énergétique, mais il y a surtout aussi cette notion de retour au sol quand tu le fais. Enfin, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est indispensable, d'autant plus pour tes premiers clients restaurateurs, que le sol ait une vie de qualité et qu'il puisse aussi produire des légumes de qualité, quoi. Ça permettra d'avoir des gens qui sont moins malades. Moi, je trouve que cette filière, il n'y a que du positif à l'intérieur. Donc, Mais si en plus tu as réussi à business, social et environnement, alors on arrive à le lier, mais c'est pas simple. On a une entreprise, hein, donc on est là aussi, on est des actionnaires, on peut pas non plus. Donc le but aussi, c'est de montrer qu'on gagne de l'argent. Mais ce modèle économique est pas simple à trouver, puisqu'il n'y a pas de compensation par rapport à l'impact environnemental et l'impact social qu'on met en place. Donc on est comme une entreprise classique, avec une grosse croissance. Absorber la croissance, c'est pas simple, hein. Quand on passe de 25 salariés à 65 en 1 an et demi, avec des camions à acheter, des machins et tout à structurer, l'absorption de croissance dans la restauration, moi j'ai toujours vécu. Tu pars d'un resto où tu as 50 places et au lieu de faire 50 couverts le midi, tu en fais 150, mais tu arrives à la prendre, mais tu arrives au maximum de la croissance de ton resto. Moulineau, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter cette croissance. Enfin, c'est ça qui me fait peur. Je me dis mais super, on est sur l'Île-de-France aujourd'hui. Et moi, je tiens à rester sur l'Île-de-France et à Paris parce qu'il y a tout à faire. Et chez moi, c'est l'Île-de-France et c'est Paris. Donc, j'ai pas du tout envie de commencer à aller exporter tout ça ou travailler ailleurs. Il y a plus d'1,5 million à 2 millions de tonnes d'éparpillées sur l'Île-de-France. Il y a vraiment tout à faire. Ouais. Donc, la méthodologie, et je veux montrer que le modèle est viable et qu'on arrive à travailler en Île-de-France. Et après, plus tard, transférer le savoir. Voilà. Justement, on va y venir, mais tu fais une transition assez bonne sur ma prochaine question. C'est quoi pour toi, et si tu en as évidemment des objectifs pour Moulineau ou des accomplissements que tu aimerais vraiment atteindre? Sur l'Île-de-France, j'aimerais bien mettre en place, là aujourd'hui on a un site à Stein et on travaille avec des agriculteurs où on prépare la matière. Ouais. Alors moi on est encore une fois très fiers parce qu'on renoue un lien cohérent entre l'agriculteur et l'urbain. On a besoin l'un et l'autre. Ce lien était un peu perdu. Tu fais vraiment le trait d'union, quoi. Les agriculteurs, ils ont des méthaniseurs, ils mettent leurs déchets à eux, qui sont plutôt des céréales, des fins de cuves de céréales, du paillage, du lisier. Et nous, on s'est dit, ils ont des méthaniseurs, ils ont quand même ils sont bien au modèle économique, ils sont chargés à 70-80%, et nous, on leur amène le complément. Et pour ça, on a monté un quai de transfert et de préparation de matière où les restes alimentaires, ils arrivent chez nous, on les désemballe, on hygiénise la matière. En gros, on prépare la salade et on leur ramène. Voilà. Excellent. Donc ça, je suis très content. Donc on a ouvert avec 5 agriculteurs en Seine-et-Marne. C'est pour ça qu'on s'est mis à Stein et qu'on a monté ce site-là. Okay. Voilà, donc le but, ce serait d'avoir un deuxième site pour couvrir un petit peu au niveau logistique l'Île-de-France. Enfin, au moins qu'on puisse avoir 2 antennes. Tu veux dire plus dans le sud-ouest Un peu plus dans le sud-ouest, oui. Enfin, posé, là, on est sur le nord. Mais le nord, on est bien situé parce qu'en fait, c'est la vie, des fois, elle est bien faite. On s'aperçoit qu'on est l'opérateur de pleine commune. On est sur pleine commune. 2024, il y a des JO. La France entière peut montrer, de dire, voilà, regardez, ces Jeux Olympiques, on parle d'économie circulaire. Boum, voilà. Et tous les déchets organiques de la COP, ils passeront par Stein et ils seront valorisés avec des agriculteurs méthaniseurs. Les JO. Oui, pardon. La COP, c'est fini. La COP, c'est fini. Mais voilà, ça c'est un peu. Donc on a des perspectives à moyen terme, à long terme, et je pense que d'ici 2-3 ans, on pourra dire, tiens, demain, si on peut se positionner sur une autre grande ville,
Et derrière ça, peut-être, pourquoi pas, transférer le savoir sur des pays étrangers. Voilà. Puisqu'il y a beaucoup de demandes de pays qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas la culture. Ouais. C'est une grosse problématique dans certains pays parce que les déchets, ils sont brûlés dans les rues, ça cause des problèmes sanitaires. Ouais. Ils donnent ça à bouffer à des animaux, mais derrière, ils sont malades parce que c'est le bordel et puis l'humain mange. Enfin bref, c'est une grosse problématique. En termes de déploiement, même si on reste au niveau français, je sais que t'as quand même, depuis, il y a quand même pas mal de petits qui ont éclos à droite à gauche. Alors, peut-être de façon, pas forcément sur les mêmes gisements, mais tout ce qui est valorisation des biodéchets, ça se fait de plus en plus, en tout cas, sur le territoire français. Est-ce que déjà, tu te verrais essaimer le modèle Moulineau Alors, oui, je me verrais essaimer le modèle Moulineau sans problème, mais à un moment donné, après, il y a des aspects économiques à voir aussi. Enfin, pas simple, un camion, c'est 150 000. Hein, donc, quand tu commences à mettre une flotte de 25 camions, fais le calcul. Et puis, il faut des mecs dedans qui conduisent les camions. Donc, les investissements sont lourds. Le retour sur investissement, il est à moyen terme et à long terme. Mais l'impact pour notre société est fort. C'est un peu ce que j'explique un peu aujourd'hui aux financiers. Et je leur dis, moi, au contraire, je n'ai rien contre gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent aujourd'hui, des milliards d'euros, quand on rentre dans une entreprise qui te fait une application iPhone pour savoir que tu as perdu tant de calories quand tu as fait ton jogging, les gars, ils gagnent plein de ronds là-dedans. Ouais. C'est super, hein, mais quel est l'impact pour notre société ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Sans compter toutes les matières nécessaires en début de vie qu'on va extraire à l'autre bout du monde, etc. Exactement. Donc voilà, moi nous on a une bonne méthodo. Je suis content parce que derrière, normalement sur notre feuille de route, on est d'ici 2 ans entre 150 et 160 personnes. Et puis derrière ça, les appels d'offres qui s'ouvrent derrière, s'ils mettent quelques critères un peu ESS ou des critères environnementaux propres, on peut monter à 200-250 salariés dans les 2 prochaines années. Donc là, l'Île-de-France, elle sera bien créée. Mais j'aimerais bien être avoir, je sais pas moi, 15-20% du marché de l'Île-de-France, ça serait bien. Enfin. Et puis, ça donne envie. Enfin, j'ai l'impression d'être le petit lapin qui veut se faire bouffer par les gros derrière. Mais je trouve ça super parce que ça veut dire que les gros aussi ils veulent y aller. Et les gros ont des grosses forces de frappe aussi derrière. Ouais, et puis une fois qu'ils ont compris le truc, là, ça passe tout de suite au niveau industriel, ça réplique, quoi. Je pense pas qu'on peut pas. Enfin, aujourd'hui, on peut pas parler de concurrence dans cette filière-là, puisqu'on n'est même pas à 3% de valorisation 3 ou 4 des restes alimentaires en France. Donc, quelle est la concurrence ? Il faut tout. Je te dirais, il faut du compost en pied d'immeuble. Oui, il faut du compost dans les écoles. Oui, il faut des collectes à vélo. Enfin, tu vois, il faut tout pour faire un monde. Mais je pense que si on veut vraiment, dans le milieu urbain, valoriser cette problématique, à part de porte-à-porte ou de l'apport volontaire pour sortir des gisements en gros, ça va être compliqué. Avec des vélos ou du compostage en pied d'immeuble. Donc c'est super pour de la sensibilisation, de la formation et donner l'élan. Mais si on parle de réduction matière par rapport à une problématique, en milieu urbain, je ne vois pas comment on peut faire si on ne passe pas par des gars qui sont là, qui collectent tout ça avec des moyens écologiques propres, des camions à gaz ou électriques. Enfin, voilà, ça c'est ma vision un peu. Ouais, carrément. Et justement, si tu étais, même si je me doute que tu ne veux pas l'être, si tu étais ministre et que tu avais un peu de pouvoir pour essayer de booster un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu lancerais comme initiative ? Si j'étais ministre demain... Pour booster un peu toute cette valorisation de nos déchets. Enfin, ministre ou si j'étais ministre, ça veut dire que le président, il voulait vraiment pas bien parce qu'il me nommait ministre, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, si demain j'étais ministre... En ce moment, la place est libre, tu vois. La place, elle a été prise, là, je crois. Mais non, si j'ai ministre, je dirais, il faut qu'il aille voir un docteur, le président, parce qu'on ne met pas ministre. mais t'as du pouvoir pour faire... Si j'étais ministre... Bonjour Monsieur Stéphane. Ça va ? Bonjour. Si j'étais... C'est à moi, laisse-le par terre. Ouais, laisse-le par terre, t'embête pas. Je pense que si vraiment, demain, moi personnellement, j'inciterai les professionnels. Voilà, je leur ferai une remise fiscale pour qu'ils mettent ces gisements-là dedans pour lancer cette filière. Plutôt la carotte que le bâton. Mais aujourd'hui, il y a un gros coup de bâton à 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement si vous ne mettez pas en place le trait à la source de ces restes alimentaires. Les services de l'État, c'est très compliqué pour eux de contrôler, puisque derrière ça, si tu contrôles une boîte qui ne le fait pas, tu ne peux pas la faire fermer. Bien sûr. Ça ne se fait pas, donc ils ne font pas de contrôle. Mais je me dis, il y a le bâton, et on est aujourd'hui en 2019. La loi a été posée en 2012. Quelle est la courbe de croissance de cette filière ? Néante. Tu veux, elle n'a pas vraiment progressé. Alors qu'il y a une loi qui est quand même dure.
Ouais. Donc je me dis, le coup de bâton, ça marche pas. Ben, incitons les professionnels. Et avec mon retour d'expérience, quand tu demandes aux gens d'y aller pour un couvert d'expérimentation, etc., ils y vont. Et je pense que la restauration, les restaurants sont les premiers producteurs de ces restes alimentaires. Ils ont un gisement qui représente à peu près 25 à 30% du gisement national. Ouais. Donc s'ils mettent à disposition des opérateurs ou des collectivités qui valorisent cette matière-là, derrière, ça va donner aussi l'élan aux particuliers de le faire. Ça va montrer que la restauration a une image durable en France. Ouais. Enfin, je trouve ça très bien. Le meilleur exemple, c'est Guillaume Gomez. Voilà, c'est pas pour dire. Guillaume Gomez, c'est le chef de l'Élysée. Ouais. Je l'ai rencontré en 2014. Il voulait rentrer dans l'opération pilote et l'Élysée n'a pas pu rentrer parce que c'était compliqué au niveau réglementaire, service secret. C'est une grande maison, donc c'est compliqué. Guillaume, il a persisté, et à la fin, il a réussi à ce que derrière ça, on mette en place toute cette virtuosité au sein de l'Élysée. Et moi, j'en suis très fier puisqu'on collecte aujourd'hui l'Élysée. L'Élysée, c'est quand même la plus grande maison de France qui travaille avec les meilleures entreprises de France et avec les meilleurs ouvriers de France. Donc, travailler et amener, comme j'ai dit à Guillaume, j'ai dit bravo Guillaume, parce que je sais pas en Europe quelles sont les cuisines de l'État qui montrent qu'on avance vers la transition. Mais voilà, Guillaume, il l'a fait le truc. Et aujourd'hui, l'Élysée collecte les biodéchets. Enfin, je veux dire, ça, j'en suis très fier. Ça, c'est bien, parce que derrière ça, automatiquement, je pense que les informations vont monter aux oreilles du président. Peut-être pour ça qu'il veut que je sois ministre. C'est vrai qu'on y vient. Mais non, mais il y a des. Enfin voilà, je suis très fier aussi de voir que la restauration rapide s'engage, que les collectivités commencent à avoir envie. Un peu plus sur la contrainte pour le coup. Mais ils y vont. Ça donne du sens aux gens. Enfin, quand tu mets ça en place, le personnel derrière, il a du sens. Ouais, clairement. Tu vois, c'est ce qui est beau. Enfin, moi, je suis très fier quand je vois qu'aujourd'hui, Moulineau a plus de 1000 clients sur l'île de France, qu'on a valorisé plus de 20 000 tonnes depuis le début de cette aventure, qu'on a formé, je sais pas là, 20 personnes de qualifiantes qu'on va embaucher là, on va en embaucher 8. L'impact environnemental, il est fort, puisque ces 20 000 tonnes, ils n'ont pas été incinérés ni enfouis, ils ont été valorisés. Et ça nous a permis de créer 65 emplois. Donc, voilà, l'impact, il est présent. Après, il y a la partie économique qui est plus dure à tirer. Et c'est pas évident de verrouiller les postes au départ, surtout sur une direction où on va y aller, quoi. C'est le sens de l'histoire, aller dans cette direction-là. Donc, voilà, voilà, moi, je rêverais qu'un jour, il y ait 2-3 mecs qui ont énormément d'argent qui disent, putain, vas-y, je finance. Ben oui, puisque demain, enfin, moi, j'ai des filles, 3 filles. Ce que j'aimerais bien, c'est que si mes filles, elles arrivent quand même un peu à respirer correctement et bouffer un peu bien, ça me suffit. J'ai l'impression d'avoir apporté ma pierre. Bien sûr. Ouais. C'est tout. Le reste, après... Et justement, tu parlais du modèle économique. Oui. Aujourd'hui, les principaux revenus de Moulineau, ça va être tous les services aux clients et puis tout ce qui est revente du compost. Est-ce que tu en vois d'autres ? Donc, on parlait de tout ce qui est modèle économique. Aujourd'hui, les principaux revenus de Moulineau, c'est quoi justement ? Ou même quelles sont les marges de progression pour la suite ? Nous, on facture nos clients sur une prestation de collecte et de traitement. Ouais. Avant ça, on avait un coût de valorisation en méthanisation par les industriels. Ça coûtait de l'argent. Maintenant, on modifie notre modèle économique puisqu'on amène de la matière première aux agriculteurs, donc le coût il va baisser. Ça change aussi. La revente du compost aussi peut être un changement de modèle économique, mais on va pas. Voilà, je pense que c'est un ensemble d'actions qui peut nous faire vivre ce modèle économique. Voilà, c'est pas la collecte, elle existe depuis la nuit des temps. Donc il y a des retours d'expérience, on sait combien on gagne sur le fameux coup de frein, parce qu'on est capable de mettre un coup de frein et prendre une tonne, mais mettre un coup de frein et prendre 20 kilos, mais dans l'ensemble des actions, c'est pesé. Donc l'inversion du modèle économique sera, je pense, que demain, qu'est-ce qu'on pourra faire de cette matière première ? Bon, on en fait du gaz, demain peut-être que les mecs qui font du méthane, ils diront, moi j'ai besoin de matière, je vous l'achète. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera ça. On pourra aussi certainement, cette matière préparée, hygiénisée, peut-être qu'elle pourra nourrir
des larves d'insectes. Et ça fera de la protéine pour l'industrie. Enfin, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourra faire demain de cette matière-là? Oui, on crée, enfin, c'est une matière première. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Super, aujourd'hui on peut en faire du gaz, demain on peut en faire du compost, après-demain on pourra peut-être en faire de la nourriture animale, et puis va savoir. Moi j'ai rencontré il y a 3-4 ans des chercheurs un peu machin qui m'expliquaient qu'ils étaient en train de refaire de l'encre naturelle avec des restes alimentaires. Ah bon, mais de l'encre? Ben oui, en fait ils ont remis le processus de gestion de la sèche en place, donc ils nourrissent ces processus-là et ça fabrique de l'encre. Donc ils fabriquent de l'encre naturelle à partir de restes alimentaires. C'était des projets, mais tu vois, il y a des gens à côté qui seront capables, et on sera peut-être capable aussi de dériver des flux. Il y a peut-être des flux qui iront en nourriture animale, tout ce qui reste alimentaire de la GMS, tout ce qui reste alimentaire des marchés alimentaires, ça partira en nourriture animale, parce qu'il n'y a pas de protéines et de carnet. Peut-être que demain, on fera des flux spéciaux, du marc de café pour ceux qui élèvent des... Peut-être que demain, on fera aussi des flux spéciaux sur les oranges. Il y a des gens qui font des pigments naturels à base d'orange. Enfin, voilà, je pense que dans l'avenir, ça va s'orienter. Mais le plus... Et surtout, on va optimiser ce qu'on a ici, plutôt que de tout le temps chercher à droite. Il faut lancer la filière et mettre les choses... Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut faire les choses. Voilà, nous, chez Moulineau, on fait les choses et ensuite on parle. Donc voilà, voilà ce qu'on veut faire. Parfait. Et pour conclure un peu notre entretien, si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui veulent se lancer, ce serait quoi? Faut y croire. Déjà, premièrement, c'est pas simple. Ouais. Faut avoir des bons partenaires. Ouais. Des bons partenaires, parce que c'est économiquement parlant lourd, mais il y a des gens qui sont là pour ça. Et puis nous contacter, on pourra leur faire un retour d'expérience ou expliquer un petit peu comment on peut les aider, quoi. Ok, cool. Mais il faut y aller. Faut y aller, faut pas hésiter, quoi. Et est-ce que tu as d'autres choses que tu aurais voulu ajouter à cet entretien? En tant que ministre. Le ministre. Non, mais merci à toi, Brieux. Enfin, je suis très content de participer à votre podcast. Et, c'est un plaisir pour nous aussi. Et voilà. Et puis, je pense que si les gens qui écoutent ça, je leur dirais juste un truc. Commencez à penser à trier vos restes alimentaires à la maison. Oui, tout à fait. C'est important. Enfin, voilà, allez voir votre mère, dites-lui, mais moi, je veux qu'on me collecte mes biodéchets. Mettez-moi un point d'apport volontaire s'il faut pour commencer. Enfin, moi, je suis pour que cette matière, si elle est sortie de la poubelle classique, c'est de la matière première qui est valorisable aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes avec les plastiques, les cartons et tout aujourd'hui, sur comment on les valorise, comment on les revend. La matière organique, elle est là pour ça depuis la nuit des temps. Ce qui vient de la terre retourne à la terre, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà. Nickel. J'en profite aussi pour remercier Laurent qui nous a mis en relation, Laurent Dalibon. Un grand merci. Et puis bonne route à Moulineau. Merci. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com. C'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.